Bonsoir ou rebonsoir, la guerre a franchi un nouveau seuil ce soir au 128e jour de conflit. C'est notamment cette accusation de l'Ukraine portée contre la Russie d'avoir utilisé des bombes au phosphore sur l'île aux serpents. Absolument, l'information est tombée en fin de journée. Kiev accuse donc Moscou d'avoir utilisé à 2 reprises une attaque aérienne avec des bombes au phosphore sur l'île aux serpents dans la mer Noire, d'où les forces de Moscou se sont retirées hier après avoir été chassées par les Ukrainiens. L'armée russe avait indiqué s'être retirée de ce territoire de l'île aux serpents en signe de bonne volonté après avoir accompli ses objectifs fixés. Xavier Titelman, rappelons d'abord la nature de ces bombes au phosphore. Il y a eu toute la gamme des bombes incendiaires depuis très longtemps, mais celles qui sont utilisées aujourd'hui, quelles sont-elles ? Il y a les thermites, il y a les bombes au phosphore. Les Russes ont prétendu par moment, quand ils les utilisaient, c'était simplement des bombes qui étaient censées illuminer le territoire. En réalité, c'est des choses qui tombent au sol, qui ont des températures qui sont énormes, plusieurs milliers de degrés, donc ça fait fondre le béton, ça absorbe l'oxygène, donc ça peut même faire étouffer des personnes qui seraient cachées dans des bunkers. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils essayent d'en faire là ? Qu'est-ce qu'on voit ici, pardon ? Des thermites. Là, c'est des thermites. C'est pas directement des bombes au phosphore, mais l'effet elle-même, c'est des bombes incendiaires. On le voit en fait à la fumée, c'est pas exactement la même chose. Mais en réalité, tout ça, l'intérêt sur l'île aux serpents, c'est de détruire ce qu'il a pu rester sur place, détruire éventuellement des munitions, ne pas laisser de matériel opérationnel et empêcher les Ukrainiens de se réinstaller sur l'île. Didier François, vous avez expérimenté, vous avez vu de vos yeux ce type de bombe ? Ah oui, bien sûr. L'OTAN les utilisait en Afghanistan sur les attaques talibans. Enfin, on avait des appuis faits par les compagnies mortiers américaines quand on était pris à partie et engagé dans les embuscades. On a le droit d'utiliser des bombes au phosphore en défensif. Les Israéliens les ont aussi utilisés à Gaza. Enfin, c'est dans la règle. Voilà. Après, c'est effectivement très polémique parce que voilà, tout le monde parle du phosphore. Et c'est quand même extrêmement brutal dans la mesure où en fait c'est le phosphore incandescent, quand il tombe sur un bras ou sur un corps, en fait, traverse complètement, brûle les chairs et les os. Donc c'est assez redoutable. Enfin, ça continue de brûler une fois que c'est répandu. C'est une sorte de napalm. Enfin, c'est en plus... Pendant des jours et des jours, les gens continuent à se consumer. Voilà, donc c'est ça qui est assez effrayant. Mais là, oui, de toute évidence, soit c'est de la bombe, soit effectivement c'est du pot thermique qui a été posé par des commandos. On a vu à 8 heures, le premier passage du satellite le matin, il n'y avait rien. À 11 heures, on a vu au deuxième passage du satellite ces incendies. Et de toute évidence, oui, ils ont voulu détruire des positions qu'ils avaient faites avant de partir, après être partis. Comment expliquer un tel acharnement ? Il faut rappeler les épisodes précédents, ils se sont battus à l'hélicoptère et les bateaux ont abordé Moskva, le navire russe qui a été coulé par les Ukrainiens, non loin de là. Ce lieu-là, alors que l'Ukraine est un immense pays, on le rappelle, plus grand même que la France métropolitaine, ce lieu-là, tellement important, Guillaume Ancel. C'est une forme de porte-avions, mais solide. C'est une plateforme qui finalement est fixée en pleine mer. Le bombardement russe, il a quand même une importance, que ce soit un bombardement qu'on ait laissé des pots thermiques, c'est qu'il montre quand même que les Ukrainiens ne pourront pas s'y réinstaller. C'est ça. Parce que le message des Russes, c'est dire on dégage bien évidemment par bonne volonté. On se doute que quand ils nous disent ça, c'est que c'est le contraire. Mais simplement, en bombardant l'île aux serpents, ils rappellent aux Ukrainiens que si jamais ils tentaient d'y remettre un pied, ils les brûleront à coups de bombardement. Donc en fait, c'est zéro partout, balle au centre sur l'île aux serpents. Oui, mais c'est quand même une île tout à fait stratégique parce qu'elle n'est pas loin de la Roumanie. Et donc, c'était pour les Russes un objectif de contrôler tout le nord-ouest et la mer Noire. Donc, même si c'est un petit rocher, eh bien, c'est quelque chose qui permettait d'installer des armements. Ça présente un intérêt tout à fait stratégique. La Roumanie n'est pas loin, l'OTAN est donc juste à côté. Et donc, c'est une île qui peut être très importante, notamment si on devait libérer les transferts d'exportation de céréales vers l'Europe et l'Afrique et la Turquie. Donc, ça présente un intérêt stratégique très important, outre, paraît-il, des réserves énergétiques aussi très importantes. Didier ? Alors il y a ça, et puis c'est aussi très lié. Je pense qu'ils ont voulu détruire leurs équipements, effectivement, et tout ce qui était pour que les Ukrainiens ne puissent pas s'y remettre. Et c'est aussi en parallèle avec les frappes qu'ils ont faites sur Odessa, et particulièrement la ville que vous voyez là, Bilhorod-Dnitrovski, parce qu'en fait, c'est de là que les Ukrainiens ont réussi à détruire, dans les jours derniers, les positions russes qui étaient sur l'île aux serpents, grâce à des nouveaux matériels et des nouveaux canons de longue portée et des munitions de longue portée qui sont tout à fait récentes, qui ont été créées par les Ukrainiens, peut-être effectivement avec un peu d'aide. Mais et c'est bien pour ça que les Russes ont fait ces représailles, malheureusement évidemment contre des populations civiles, avec les fameux missiles RE-22 tirés par des Tupolev 22 stratégiques. Mais c'est bien, on est bien toujours c'est la même chose. Ils ont quand même du mal à accepter d'avoir dû
quitter et lâcher ce gain stratégique. Je vous rappelle cette information. Donc l'armée ukrainienne qui accuse les Russes d'avoir tiré des bombes au phosphore sur l'île aux serpents ce soir. Rappelons cette image qui avait marqué usage de bombes au phosphore, c'était sur l'usine Azovstal. Voilà. Et on voit bien à quel point cette idée de bombe incendiaire, mais aussi bombe éclairante, n'est-ce pas, Xavier, elle a cette fonction aussi. C'est une excuse, oui. Voilà. Ça a été utilisé dans ce cas-là. Là, c'était certainement pour étouffer les personnels qui étaient en dessous. Encore une fois, c'est phosphore, bombe thermite, etc. Là, c'était clairement pour essayer de faire étouffer tous les soldats, les milliers de personnes qui étaient encore en dessous de l'usine à cette époque-là. Ça n'a pas fonctionné, et de toute façon, ils se sont rendus par la suite. Mais les Russes sont beaux, se défendent. Non, c'est pas des bombes au phosphore. Non, c'est pas des thermites. Là, c'était la preuve. Ils l'utilisaient 2 jours, donc ça ne pouvait pas être des munitions éclairantes. Puis c'était aussi une façon de pouvoir empêcher les héliportages. Parce que ils l'ont fait après s'être rendu compte que les Ukrainiens, de manière assez audacieuse et très fine, arrivaient encore à faire passer les hélicoptères, d'abord en rase-motte au-dessus des positions russes, puis par la mer, pour ravitailler les gens d'Azov et récupérer les blessés. Et c'est quand ils ont vu ça aussi qu'ils ont décidé de détruire les endroits possibles de poser et les points d'appui. C'était assez... Repassons par la carte pour bien comprendre à quel point, comme vous le disiez Didier François, c'est dans un certain périmètre que la guerre est en train de monter d'un cran. L'île aux serpents qui est là, mais Odessa tout proche, là où des bombardements... Un bombardement important a eu lieu, c'est ce bombardement qui a causé au moins 21 morts selon le dernier bilan, au moins 21 morts dans des zones d'habitation, qu'a dit. Absolument, Darius. Au moins 21 morts selon l'Ukraine. Les Russes ont donc tiré 2 missiles. Le premier par avion, tiré depuis la mer Noire, qui a touché vers 1h du matin, heure locale, un immeuble résidentiel de 9 étages à 80 km au sud d'Odessa. Vous voyez sur les images. Et le second missile, tiré par ce même avion, a touché cette fois un complexe hôtelier situé à proximité donc de l'immeuble qu'on a vu tout à l'heure. Xavier Titelman, peut-être un commentaire sur les images, sur le mode opératoire. On a dit d'abord que c'était tiré depuis la mer Noire. Visiblement non, n'est-ce pas? C'est un avion. Alors, c'est un avion qui s'appelle il y a plusieurs avions qui peuvent le tirer, les bombardiers stratégiques. Là, en l'occurrence, c'est a priori un Tupolev 22 qui lance ces missiles qui s'appellent les KH-22 que, officiellement, la Russie avait retiré du service en 2007 parce que ce sont des missiles anti-navires qui vont très très vite et qui ont un guidage qui est inertiel, c'est-à-dire qu'ils sentent leur propre virage, et ensuite ils ont un guidage final qui est au radar. Et donc sur un bateau, ça va être relativement efficace. Par contre, sur le sol, ça a une précision. Selon la moitié des missiles tombent à 600 mètres, à moins de 600 mètres de leur cible. Plus de la moitié des cibles. Et c'est avec 1 tonne d'explosifs, c'est juste gigantesque. Oui. C'est des missiles qui sont totalement inefficaces. 1 tonne d'explosifs par missile. Par missile. Et donc ça a une efficacité qui est nulle parce que ça vise pas du tout au bon endroit. La moitié des missiles tombent à plus de 600 mètres de leur objectif. Donc évidemment, quand on vise même un bâtiment, on va tomber presque à l'autre bout de la ville. C'est juste insupportable de voir ce type de missile qui est encore utilisé. Encore plus parce qu'ils ont officiellement été retirés du service. Ils les ont remis en service parce qu'ils n'ont plus de munitions guidées normales. Donc ils ont un matériel complètement obsolète. Ah oui. Mais ça ne les dérange pas de les tirer, parce que tirer 1000 kilos avec un ECP de 600, c'est-à-dire un rayon de 600 mètres de précision au milieu de lieux habités, mais c'est criminel. Guillaume Ancel ? Ça a un sens particulier, parce que tirer une bombe d'1 tonne dans un missile qui est obsolète en termes de système de guidage, on n'utilise pas de système anti-navire à terre, ça veut dire qu'il vise clairement à faire des dégâts énorme sur la population civile. Et ça, c'est un crime de guerre. Autant les bombes au phosphore sur une île qui a été désertée, franchement, pour moi, ce n'est pas une information majeure. D'utiliser un missile KH-22 en pleine ville, en plus, on ne sait même pas ce qu'il vise, et je ne suis pas sûr qu'il vise réellement quelque chose. Mais c'est vraiment l'assurance de la terreur. Et voilà, le but, 1 tonne. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu une bombe d'1 tonne exploser. Mais je vous assure que là, on est dans l'enfer. Ça fait un cratère de 12 mètres de large, enfin de circonférence et de 5 mètres de profondeur. Soit en tout cas que des civils soient visés par les Russes, c'est une évidence là aussi. Pourquoi cette logique russe de vouloir dire quelque chose que le monde entier peut constater comme faux ici? Comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a une référence historique quand même. C'est les V2 nazis contre Londres. Parce que c'est typiquement ce qu'ils font là. Quand ils commencent à tirer ce genre de missiles contre Odessa, et pas contre une cible militaire, ce qu'ils veulent, c'est terroriser la population. Et pour moi, le message qui est très fort, c'est qu'ils sont sur le point de conquérir la poche de Louhansk dans le Donbass.
Donc, ce qui montre, c'est que par ailleurs, ils peuvent terroriser le reste de l'Ukraine si l'Ukraine n'accepte pas de s'arrêter là. Pour répondre à la question que vous posiez, c'est dans la rhétorique russe, soviétique, qui consiste à dire des choses, et en réalité, il faut traduire exactement le contraire. On essaye d'accuser la partie adverse de choses pour mieux justifier votre intervention. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui quand même un petit point. la difficulté. Donc ça remonte au tempérament du KGB soviétique pour faire de la désinformation. Attention, parce que l'idée n'est pas, je ne veux pas défendre les Russes du tout, loin de là, et surtout pas les justifier. Ce qu'ils font là est absolument injustifiable. Voilà, que les choses soient claires. Néanmoins, d'abord, c'est pas totalement Odessa qui est visée, c'est une ville qui est à 80 km en bas d'Odessa, d'où ont été, c'est là que les Ukrainiens ont réussi à chasser. C'est parce que c'est là qu'étaient basées les batteries qui ont chassé les Russes de l'île aux serpents. Donc, dans leur logique, il y a une logique de représailles sur cette affaire-là. Parce que moi, je veux bien qu'on dise qu'ils tapent tout, n'importe... Enfin, donc, il y a bien un lien avec l'île aux serpents. Il y a un lien non seulement géographique, mais même... Et ça n'empêche pas que ça soit illégal, que ça soit un crime de guerre, que ça soit scandaleux, qu'il est inacceptable d'utiliser ce type de missile dans des endroits... Mais après, restons quand même aussi... Voilà, c'est pas comme s'ils visaient Odessa pour... Alors pardon, restons à la carte parce qu'elle est évidemment très intéressante. J'entendais un général qui disait, attention, on a beaucoup parlé de guerre terrestre, c'est en grande partie une guerre maritime. Aussi. Ça se passe, le bras de fer se passe dans la mer. C'est effectivement là qu'il y a un vrai bras de fer. Odessa au bord de la mer, l'île aux serpents en mer, et puis le pont de la Crimée. Exactement. C'est une des nouvelles du jour, cette interruption partielle du pont de la Crimée. Il faut rappeler ce qu'il est, ce pont de la Crimée. C'est évidemment un ouvrage très important d'un point de vue symbolique qui relie la Crimée et la Russie. La Crimée occupée depuis 2014 par les forces russes. D'abord, l'explication, disons, donnée par les Russes, il faut dire, c'est des exercices, n'est-ce pas, disent les Russes. Donnés par le MTS et par la garde Roskagarde. Est-ce que les Ukrainiens ont les moyens militaires de frapper ce pont? Parce qu'évidemment, ce serait un objectif, alors symbole pour symbole, immense. À ce stade, ça serait compliqué. Pourquoi? Parce que c'est loin. Et que, justement, il faut... même moi, je peux comprendre. Il y a des moyens détournés. Il y aurait des moyens détournés, mais justement, c'est pour ça qu'il y a certainement des manœuvres. Il y a 3 unités qui sont déployées pour protéger ce pont, qui a été créé par Poutine lui-même. Et c'est vraiment une volonté d'annexer, ce que tu viens de dire. Et il y a 2 ponts d'ailleurs, parce qu'il y a un pont qui fait 16 km, qui est un pont routier, un de 18 qui est un pont ferroviaire. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a des unités, en fait. La faiblesse de ce pont, ça serait soit les pylônes du pont, évidemment, qui sont en plus appuyés sur 2 îles, et les infrastructures. Donc pour ça, ils ont mis en place des unités du FSB et un bateau particulier qui patrouille sous le pont pour éviter justement que des commandos fassent péter les piliers du pont et les jupes du pont. Et puis, il est extrêmement militarisé, ce pont. Donc, ils font régulièrement des exercices. Et là, par exemple, typiquement, ce qu'on voit, c'est du fumigène qui serait mis pour éviter mais je parle là vraiment sous ton contrôle, t'es meilleur que moi là-dessus, mais voilà, pour éviter soit de la vision de drone qui permettrait de guider une frappe, etc. Enfin là, je te laisse raconter ça, mais... Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ne peuvent pas le casser? C'est parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas de missile qui a une portée suffisante pour, depuis le territoire qu'elle maîtrise encore, être capable de taper le pont. Néanmoins, on l'a vu d'ailleurs il y a une dizaine de jours, ils ont détourné des drones, notamment des drones civils, qui s'appellent le Mujin 5, qui a été capable de taper 160 km derrière les lignes ennemies, qui a été tapé sur une raffinerie, qui l'a fait exploser. C'est la plus grande raffinerie du sud de la Russie. Et aujourd'hui, du coup, la portée de ces systèmes civils est suffisante pour aller éventuellement taper sur ce pont. Sauf qu'il n'y a qu'une vingtaine de kilos d'explosifs. Voilà. Or, on sait que les Ukrainiens ont réussi à pirater les systèmes et ils ont réussi à récupérer les plans de la conception de ce pont. Et ils les ont publiés il y a 15 jours. D'où l'exercice. Ouais. D'où l'exercice aussi, l'aspect politique est très intéressant. C'est Alain Poédi qui veut répondre. Oui, non. L'aspect politique également est très important parce que ça vient au lendemain d'une série de sommets, dont celui de l'OTAN, où on a vraiment réassuré l'Ukraine de la reconquête de toute la souveraineté territoriale. Et si on va jusqu'au bout de la logique, la reconquête de la souveraineté territoriale passe par également la reconquête de la Crimée. Même si on peut considérer que sur le plan militaire, c'est un peu irréaliste, néanmoins, la logique voudrait que les Ukrainiens détruisent ce pont. Ce sera à la fois symbolique, une prise militaire. L'importance de ce pont, tout à l'heure on était un peu plus à l'ouest avec la mer Noire et le serpent. Odessa, c'est vraiment une guerre qui, là, en la mer Noire, joue ses cartes principales.
C'est une certitude. Il faut aussi voir que l'île aux serpents permettait ponctuellement d'avoir une possession territoriale, enfin maritime, qui allait de la Crimée jusqu'à la Roumanie. C'est-à-dire que l'Ukraine aurait été un pays enclavé qui n'était pas capable de sortir. Donc la récupération de l'île aux serpents, évidemment, déjà ça permet d'avoir quand même les eaux territoriales ukrainiennes qui permettent d'accéder aux eaux internationales. Mais ensuite, si dans un futur, les Ukrainiens arrivent à se réinstaller sur cette île aux serpents avec notamment leurs missiles Neptune, c'est-à-dire que leurs missiles sont capables de taper sur le port russe de Crimée directement depuis chez eux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun bateau russe qui pourrait sortir de son port. Je vous interromps parce que ce qu'on découvre là, ce sont les premières images qui seraient, vous allez nous dire si c'est le cas, vraiment précisément ce bombardement de l'île aux serpents par les Russes qui serait encore une fois au conditionnel, accusation des Ukrainiens, l'usage de bombes au phosphore. Est-ce que l'image vous semble corroborer l'hypothèse? Oui, c'est du phosphore ou de la thermite, mais oui, ça clairement. Je pense qu'en fait, ça a été fait pour détruire des positions fixes après un retrait et pour éviter effectivement que quelqu'un d'autre puisse les utiliser. Explication, pardon, pour les béotiens comme moi, la différence c'est quoi, phosphore ou thermite? Non, l'effet est le même. C'est la même chose en fait. Il ne faut pas chercher de différence. Là, on voit par contre que c'est des missiles non guidés, encore une fois, ça ne change pas. On voit une bombe, a priori, ce n'est pas un missile qui tombe dans l'eau. Ouais. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit finalement du phosphore parce que l'explosion est relativement limitée. Normalement, ils le font exploser un petit peu plus haut pour avoir un impact plus large. On va passer l'avion en tout cas. Oui, je ne sais pas. Parce que ça n'a pas cet effet que vous disiez, bombe-phosphore, qui éclaire, ça n'éclaire rien. Non, c'est ça. Pas le même type de munition. Non, c'est pas un petit peu. Alors voilà, hop, ça passe là, c'est là, et hop. Et la deuxième explosion qui, a priori, touche des bâtiments, mais quand même une précision qui est liée au fait que ces avions volent très très bas. Ça peut être simplement des FAB 500 ou des FAB 1000, des bombes de 500 ou de 1000 kilos. Quand on a des bombardiers stratégiques, notamment sur Mariupol, ils balançaient des bombes qui allaient jusqu'à 5 tonnes, donc encore beaucoup plus grosses que ça. Là, ça ne ressemble pas franchement à des bombes au phosphore. Alors je précise bien, c'est donc l'armée ukrainienne qui présente ces images en avançant l'hypothèse que des bombes au phosphore ont été utilisées. De quelle façon c'est pris? C'est des drones, les fameux drones turcs TB2 qui marchent très bien, qui sont un petit peu plus en difficulté maintenant que la défense aérienne russe est plus puissante et mieux organisée, mieux structurée dans le Donbass. Mais au-dessus de l'eau, c'est un carton absolu. C'est grâce à ça, grâce à ces drones, qu'ils ont pu cibler avec beaucoup de précision l'emplacement sur lequel les Russes avaient mis des systèmes de défense aérienne. Du coup, ils ont tapé ces systèmes de défense aérienne avec de l'artillerie contre lesquels les Russes ne pouvaient rien faire. Une fois que les systèmes de défense aérienne russes étaient cassés, les Ukrainiens sont passés avec des Sukhoi 27. Les Russes ont cherché à revenir avec des bateaux. Ils se sont fait détruire 3 bateaux. Ils ont réussi à reprendre position jusqu'à se faire détruire encore une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est une succession. Ce qui est intéressant, c'est de voir la permanence de la surveillance de l'île. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur. Il y a une vraie planification du renseignement autour de cette zone-là qui est parce que c'est ce qu'on appelle de l'endurance. Voilà, donc, cette espèce de flottement du côté des Occidentaux, ça s'observe même du côté du renseignement américain qui varie parfois dans son analyse. Ah oui, absolument. Les Américains en sont convaincus. Darius, Vladimir Poutine souhaite toujours s'emparer de la majeure partie de l'Ukraine. Avril Haines, la plus haute responsable du renseignement américain, affirme que le Kremlin a toujours les mêmes objectifs qu'au début du conflit. Selon elle, les troupes de Moscou ont été très affaiblies par les combats à ce point qu'elles ne sont pas capables de réaliser des gains territoriaux lents. Elle évoque la possibilité donc pour la Russie de faire une sorte de pause afin de mieux reconstituer son armée. Écoutez. It is possible that he takes some sort of interim agreement in effect, right? As an opportunity to pause and to rebuild what is his military. And, we assess at this stage that their ground forces have been degraded to the point where it will take them years to get back to where they were in many respects. Voilà, autrement dit, selon elle, la guerre pourrait durer très longtemps. Elle évoque notamment, Avril Haines, notamment dans cette conférence, une déconnexion entre les objectifs militaires à court terme de Poutine dans la région du Donbass et les capacités de son armée, une sorte de décalage, on l'a dit, entre ses ambitions et ce que l'armée est capable d'accomplir. Une intervention qui survient d'ailleurs, c'était mercredi, Darius, après que les dirigeants de l'OTAN se sont engagés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra en renforçant notamment leur présence militaire en Europe et en invitant la Finlande et la Suède à rejoindre le groupe. Voilà, très intéressant constat du renseignement militaire, du renseignement américain. Alors avec la part de propagande qu'il y a aussi, quand le renseignement américain parle, c'est aussi évidemment à des buts de propagande. Comment est-ce que vous l'analysez ici, David Tittelman ? Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, encore une fois, nous on collecte des milliers et des milliers de messages chaque jour, on le voit.
je suis venu il y a un mois, on disait, et en plus il y avait cet objectif officiel de prendre Severodonetsk le 10 juin. Finalement, ils l'ont pris le 25 juin, après une contre-offensive ukrainienne qui a été un succès, qui a été très coûteuse en vie côté ukrainien. Mais les Russes, ils progressent. Ils progressent, mais chaque mètre carré est une souffrance pour eux. Ils perdent des hommes dans des proportions qui sont très importantes. À mon avis, ils peuvent se permettre de continuer à perdre beaucoup d'hommes pour continuer à avancer, pour prendre les échéances peut-être dans le mois qui vient. Et progressivement, quand même, ils ont plus de ressources. On parlait tout à l'heure de ces fameux missiles KH-22, mais ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Ils ressortent les chars des années 60, ils ressortent l'artillerie des années 60, tout ça pour remplacer le matériel plus moderne qui est détruit. Ce qu'on a en face, c'est les Ukrainiens qui reçoivent toujours plus de matériel, pas en quantité suffisante pour faire des contre-offensives massives pour l'instant. Il y avait cet objectif de faire une contre-offensive ukrainienne à la mi-juillet. A priori, ils n'ont pas reçu le matériel nécessaire pour la faire. En septembre. Plutôt quelques mois plus tard, en tout cas avant l'automne. Mais les Russes continuent à avancer avec une douleur qui est de plus en plus importante. Donc les Russes veulent faire une pause pour pouvoir se reconstituer et repartir à l'assaut derrière. D'où l'importance de continuer à leur mettre la pression aujourd'hui. Guillaume Ancel. Pour moi, l'information importante que donne la directrice du renseignement, c'est la pause. C'est-à-dire qu'ils ont clairement établi que les Russes sont obligés de faire une pause. Après, la question, elle est double. C'est-à-dire, est-ce que les Russes, ce sera une pause et la volonté de négocier une paix en conservant une partie du Donbass et bien sûr la Crimée, ou est-ce qu'en réalité, ce sera juste une pause pour reconstruire un système militaire dont Poutine est persuadé qu'il a les moyens de le remonter, sauf que ça faisait 10 ans qu'il croyait qu'il avait une armée en pointe. Et nous savons qu'il faut des années pour reconstruire une armée comme ça, et qu'en plus, entre-temps, il risque d'être évacué par son régime. Une carte qui est tellement parlante, c'est la comparaison avec ce que serait l'occupation russe en France, c'est-à-dire l'occupation en Ukraine rapportée à la France. Regardez, ce sont les zones en rouge. Évidemment, c'est très très frappant quand on voit ça. On comprend l'ampleur des territoires pris par les Russes. Ça relativise beaucoup tous ceux qui disent la Russie s'est enlisée, c'est dur pour eux. C'est sans doute très dur, mais quand on voit à l'échelle de la France, c'est quand même très considérable en 128 jours. Il y a un tiers de cette zone qui était déjà occupée avant la guerre, et les 2 tiers, les 3 quarts de ces occupations ont été faits dans la première semaine. C'est-à-dire quand ils ont vraiment avancé très très vite par le passé. Maintenant, ils avancent de 3 km en un mois. Donc on n'est quand même plus du tout sur le même rythme que par le passé. Et ils ont même reculé. Je ne reparle pas de la grande bataille du Nord dans laquelle ils ont réussi à faire partir les Russes de Kiev, le Kharkiv sur laquelle maintenant ça stagne un petit peu, mais ils ont avancé. On parlait tout à l'heure d'Odessa. Finalement, Odessa, les Russes cherchent toujours à avancer pour aller à Mykolaiv, mais finalement ils reculent plutôt vers Kherson. Donc ces équilibres dans le Donbass, les Russes ont toujours l'avantage et ils continuent à progresser. Dans les autres zones, ils reculent. Mais pardon, je peux me contredire. Est-ce que c'est pas un défaut de vision? Si ça arrivait ici, si ça nous arrivait à la France, on dirait pas « Oh, pour finir, regardez, ils sont quand même très enlisés ». Non, c'est une partie immense du pays. Je trouve que cette carte est très pédagogique parce qu'elle permet de comprendre comment les gens le regardent selon leur point de vue. Pour les Ukrainiens, regardez, pour les Français, ils verraient ça, ils diraient mais c'est totalement inacceptable, on n'a aucune concession à faire un pays que nous avons envahi. Alors que tous les Européens ont en arrière-pensée que dès que les Russes proposeront une négociation, on s'arrêtera. Et pour les Russes, de dire mais c'est pas suffisant ce qu'on a fait. On devrait aller beaucoup plus. Pourquoi se contenter d'une ceinture alors qu'on pourrait prendre à un moment ou pas l'Ukraine? Et là, on voit bien qu'on est dans une collision d'intérêts qui sont totalement différents et assez irréconciliables. On Par voit rapport aussi... à ce que disait, pardon Darius, ce que disait Avril Haines, le côté faire une pause, ça veut dire que c'est vraiment la Russie qui mène le tempo? C'est toujours l'Ukraine qui suit systématiquement. Est-ce que c'est pas ça finalement le problème? Pour l'instant, oui, c'est parce que l'Ukraine n'est pas suffisamment armée. Donc pour l'instant, l'Ukraine est plutôt sur la défensive. Mais quand on parle de la pause, aussi pour moi, les frappes aériennes, les frappes par les missiles de 1000 tonnes qui arrivent sur les civils, c'est aussi un des moyens de la Russie de faire la pression, notamment sur la population par ces actes terroristes, parce que du coup, toute la population ukrainienne est en danger. Cette frappe, elle peut arriver n'importe où, dans n'importe quelle ville. Kremenchuk, il est la ville témoin. Donc, comme ça, pour faire la peur à tous les Ukrainiens, aussi pour que les Ukrainiens, éventuellement, fassent la pression sur le gouvernement ukrainien pour faire cette pause, parce qu'ils ont besoin de cette pause. Mais ils n'auront pas cette pause. Il ne faut pas croire. L'Ukraine n'est pas en possibilité ni de négocier, ni d'envie de négocier. Alain Poilly, comment arrêter la progression russe? Quand on sort de cette carte, la question suivante, c'est comment arrêter la progression russe? Est-ce qu'il faut vaincre la Russie, comme le disent les anglo-saxons, on y revient, c'est-à-dire l'affaiblir durablement, c'est-à-dire faire tomber même le pouvoir russe, ou est-ce qu'il faut simplement la forcer
à reculer. On voit bien que c'est l'enjeu principal. Quelle est votre réponse à ça? Est-ce qu'il faut vaincre la Russie? Est-ce que la Russie sera toujours en danger? Ou est-ce qu'on peut simplement la ramener, disons, à la raison ou à une certaine raison? Patrick Martin-Genier. Écoutez, si on en croit le président ukrainien, il a dit que le premier objectif, c'était de ramener l'état de la situation sur le terrain avant la guerre du 24 février. C'est-à-dire dans un premier temps, avant, parce que finalement, il y a beaucoup d'incantatoires. On dit il faut libérer totalement jamais. D'un point de vue pragmatique, on arrivera à libérer la Crimée, on l'a vu tout à l'heure. Le Donbass, bien sûr, à long terme, c'est peut-être une volonté. Mais dans un premier temps, le président ukrainien a dit si on négocie, ce sera d'abord pour revenir aux frontières d'avant le 24 février. Donc là, c'est un objectif qui serait plus raisonnable. C'est pas forcément par une guerre d'attrition. L'Afghanistan, le Vietnam, l'Irak, ils ont fini par abandonner à force de subir des pertes qui étaient tout simplement insoutenables sur le long terme. C'est peut-être aussi ce que cherchent les Ukrainiens, c'est certainement ce qu'ils cherchent. Cette guerre d'attrition, c'est de faire souffrir les Russes dans des proportions tellement insupportables, avec encore une fois une armée ukrainienne qui est beaucoup plus nombreuse, qui est 2-3 fois plus nombreuse maintenant. Avec 200 à 300 morts tous les jours quand même. Bien sûr. Et les Russes... Mais pardon, vous m'avez pas répondu. Est-ce que oui ou non, la Russie, de toute façon, sera toxique tant qu'elle n'est pas vaincue? Oui ou non? Parce que c'est la question que les anglo-saxons posent. Eux disent il faut aller au bout, sinon ça ne sera jamais fini. Tout à l'heure, Valérie Pécresse, sur notre antenne, qui est dans ce grand débat. Est-ce qu'il faut seulement vaincre la Russie dans l'affaire ukrainienne ou aller encore plus loin et l'affaiblir? Écoutez la réponse de Valérie Pécresse dans le débat, cette fois on est en France, débat politique. Elle est de ceux qui disent oui, il faudra affaiblir la Russie. Et je pense qu'il faut entendre l'aspiration de tout un peuple. Nous devons affaiblir la Russie, nous devons obtenir une victoire sur cette Russie hégémonique, brutale, violente, qui croit qu'elle peut envahir un voisin qui est indépendant, libre. C'est la démocratie qu'on défend, c'est la liberté des peuples. Tiens, on fait bien. Voilà la formule, il faut affaiblir la Russie. Tant qu'on n'a pas affaibli la Russie, la guerre continuera de manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il faut affaiblir la Russie ou la Russie de Poutine? Pour moi, le vrai danger, c'est le régime de Poutine. C'est pas Pour l'instant, c'est la Russie de Poutine. Et dans la Russie de Poutine, qui s'est quand même lancée dans une aventure inouïe, d'aller envahir l'Ukraine sous un prétexte de dénazification, je veux dire, qui peut y croire, quoi. Si elle recule, pour moi, le régime de Poutine disparaît. Peut-être que je me trompe, parce qu'il a déjà reculé de Kiev, mais il a réussi à relancer une offensive dans le Donbass. Mais s'il perdait dans le Donbass, ou s'il reculait face aux Ukrainiens, je donne pas cher de sa peau. Alors, de toute manière, il y a ce qu'on aimerait, ce qu'on peut faire à ce stade. Donc la première chose, c'est de freiner les Russes. Et de faire en sorte que, et c'est ce que font tous les Occidentaux, au maximum. L'idéal, ça aurait été de les arrêter, mais à ce stade, il n'y a pas suffisamment d'armes pour le faire. Donc il va falloir les freiner et les affaiblir militairement pour les empêcher de relancer l'action. Parce que si on ne les arrête pas militairement, ils ne négocieront pas. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être de voir ce que les Ukrainiens sont capables ou pas de faire en capacité de reprendre, sachant que ce sera les Ukrainiens qui le feront, parce que l'Occident ne fera pas la guerre à la Russie. Quel que soit, pas plus les Occidentaux que nous. Donc les anglo-saxons que nous. Les Britanniques, ils ne peuvent pas le faire, mais même les Américains ne sont pas prêts à le faire, parce qu'ils vont garder des choses pour la question de la Chine. Donc la vraie question qui va se poser, c'est celle-là. C'est dans quelle mesure, une fois qu'on aura freiné, et donc en fait un peu saigné l'armée russe, est-ce qu'on sera capable de reconstituer, d'aider l'Ukraine à reconstituer une force de manœuvre suffisante pour pouvoir relancer une opération en direction du Donbass et de la Crimée? Didier François,